Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Kétani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Dans l'incendie, publié en 1954, Mohamed Dib décrit la misère des paysans algériens, spoliés, expropriés, et leur révolte qui sourd pendant que la Deuxième Guerre mondiale s'annonce des deux côtés de la Méditerranée, promettant plus de souffrance encore, la mobilisation militaire, le départ des hommes jeunes, dont beaucoup seront sans retour. Vous connaissez depuis quelques épisodes déjà les personnages de l'incendie qui peuplent Bni Boublen, village aux abords de Tlemcen. Les vieux d'abord, gardiens de la mémoire, passeurs, commandards qui initient Omar à l'histoire du pays, Beddouche le viejo, à travers lequel on entend les paysans expropriés, désargentés, réduits à la condition d'ouvriers agricoles qui rejoignent le camp des innombrables crève-la-faim que la colonisation a fabriqués. Le grand Cologli, qui, propriétaire pourtant, choisit le camp des humbles, face au colon Marcus, à ses subalternes, et à Qara, petit propriétaire sans cœur et avide, qui préfigure le traître, le vendu à la colonisation. Puis il y a tous les autres, Sid Ali, Issa Ben Salem, Adda, Slimane El-Mskin et Hamid Serraj, le syndicaliste qui vient à eux, chez eux, pour les aider à donner corps à leur colère. Vous connaîtrez mieux encore les femmes de tous ces hommes, dès lors que le spectre de la guerre et des morts à venir se rapproche. La vie des femmes de pauvres n'est-elle pas chevillée au chagrin, au deuil, aux lamentations? Mais chez elles aussi la colère est dévorante. Et puis Dib parsème son texte de jeune pousse, rappelant la vie et son éternel renouvellement, la génération à venir, qu'incarne Zhor, l'adolescente, la presque femme, et Omar, 11 ans. Attentifs tous deux aux événements qui secouent le monde des adultes, mais d'abord aux prises avec la sève qui s'empare de leur corps en mutation, en plein éveil. Prête-moi ta plume. On m'a raconté une incroyable histoire, point qu'elle en est, difficile à croire. Je la tiens d'un copain qui l'avait entendu, du frère de son voisin ou le contraire, je sais plus, à moins que ce ne soit le frère de son cousin ou le voisin du voisin qui habite un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, ils sont tous dignes de foi. C'est une histoire vraie, tu me crois, et puis voilà. Peu importe les cousins, les copains et les voisins, ce qui compte c'est l'histoire, pas de qui je la tiens. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire, quelle histoire, quelle drôle d'histoire. C'est une histoire vraie, véridique, de surcroît. Qui inventerait une histoire comme celle-là? Pas le frère du voisin, encore moins son copain, ni le cousin du cousin, mais lui c'est vrai que je le connais moins. C'est une histoire vraie, hein, mais ça tu le sais déjà. Elle a l'air incroyable, ah mais non, elle n'est pas. Je trouve assez blessant que tu doutes de moi. Ah, puisque c'est comme ça, je me tais, et puis voilà. Eh bien cette histoire, qui donc est vraie, je peux pas la raconter, parce que c'est un secret. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire, quelle histoire, quelle drôle d'histoire. Bien le bonsoir, monsieur le...
juré à mon copain sur la tête de son frangin, ou sur la tête du voisin. Je l'ai juré à mon cousin, je sais plus trop bien, mais je suis certain de l'avoir juré à quelqu'un, enfin je crois, du moins. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire, quelle histoire, quelle drôle d'histoire. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire, quelle histoire, quelle drôle d'histoire. Quelle drôle d'histoire. Prête-moi ta plume. Comment c'est arrivé? Comment? Vous demandez comment? Le sort l'a voulu, disait Azzouz. Sa voix semblait résignée. Il ne faisait plus attention à ceux qui l'entouraient. Il paraissait réfléchir. Et chacun contemplait ses mains qui reposaient ouvertes et retournées sur ses genoux. Il restait assis sur le sol et les jambes croisées en ciseaux. Maintenant, les flèches se trouvaient en face de faits nouveaux qui accouraient de tous les points de l'horizon et se dressaient entre les 4 murs de terre de ce gourbi. Des événements. Mais étaient-ce des événements, ces pressentiments sans forme et pour ainsi dire sans visage, cette incertitude où ne vibrait aucune signification claire, des appels, mais venus d'où? Des avertissements, mais qui les lançait? Aucune sensation qui pénétrait aussi profondément en tous les cœurs que celle de ce défunt soudain présent. Le monde où ils étaient enracinés, dont ils étaient une parcelle vive, allait définitivement mourir pour renaître différent. À cette heure trouble où tout s'écroulait, où la voie à laquelle ils avaient été habitués, bouchée d'un seul coup, devenait impraticable, celle de l'avenir s'ouvrait. Cette sensation naissait à l'heure paradoxale où s'opérait un effondrement, où apparaissait la catastrophe. C'est arrivé. Dieu seul sait comment, dit le Fallah. Aucun être humain ne saurait le dire, mais nous savions que cela devait arriver. Les autres comprenaient qu'il ne restait qu'une chose à faire, tenir bon. Azzouz avait perdu sa femme dans l'incendie. Il fallait tenir, à tout prix, envers et contre tout. Azzouz sursauta. Il parut soudain se ressouvenir de quelque chose. Il dit « Frère, je demande votre pardon. Pourquoi est-ce que je reste ici à parler ou à me taire? J'ai été accueilli dans cette maison, béni soit mon hôte. Mais je n'ai plus rien à faire ici. Cette maison n'est pas la mienne. Il faut que je parte. Dieu doit voir toutes ces choses. Mais en des moments comme celui-ci, son silence est effrayant. » Il fit effort pour se lever, il y eut des protestations. « Reste, Azzouz, reste! Tu ne t'es pas reposé, repose-toi un peu. Reste, dit un autre. » Ournidi, le propriétaire du gourbi, assura. « Tu es chez toi, en ce lieu. » Slimane Meskin, qui était roulé sur lui-même à l'entrée de la cabane, se rapprocha de Azzouz sans prendre la peine de se lever, en se tiraillant seulement sur les mains. « Écoute, les montagnes patientent encore, les rivières patientent, et nous passerons le soir
La mariée future tisse la tunique. De quelle navette tisses-tu le linge dans lequel nous irons à loisir de la jeunesse à l'âge mûr? Slimane subitement interrogea l'homme d'un regard où se lisait une ardente prière. Azzouz s'enveloppait de silence. Il ne devait rien refuser, ni surtout refuser l'amitié des hommes. Aussi Slimane, joignant les deux mains devant son visage, reprit-il son acte d'espérance dans un débit rapide et uni. Servant aux mains et aux pieds tavelés qui étendent des toiles fraîches pour nous tailler des chemises à effacer les souffrances qui nous feront moins mal à porter, je m'incline devant tes mains et tes pieds, je place en ta garde l'homme et le mouton, la joie et la patience. Impérieux, Slimane exigeait à présent une réponse. Les fellahs qui inclinaient la tête attendaient aussi. Un regard perdu, insaisissable, flottait dans la prunelle de Azzouz. À la longue, il soupira et dit « Dieu ne nous permet pas, à nous musulmans, de tomber dans le désespoir. L'offrande et le cœur, toutes les mains habiles, tout ce qui a été fait par vous, bons ouvriers, bons paysans, bonnes fileuses, bonne mère de famille. » Et Slimane reprit « Je place en ta garde les temps de bonté, je chante pour dire grand jour d'apaisement que vous reviendrez. Nous dresserons notre table sur la place publique, je m'incline devant toi. Les montagnes patientes, les rivières patientes. » Prête-moi ta plume. We know the battle ahead will be long, but always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. J'ai fait le rêve que le peuple se lèvera dans mon rêve. Cette fille se lèvera dans mon rêve. Puis le fils se lèvera main dans la main. La mère se lèvera dans mon rêve. C'est des noirs et des blancs, c'est des jaunes et des rouges. Tout est plein de couleurs, des jaunes et des rouges et des noirs et des blancs. Dans mon rêve, y a pas d'homme qui est dominé, pas de peuple qui est dominé, pas de terre qui est dominée. Et l'état tout c'est la haine est dominée. Dans mon rêve, des colons éliminés, colonies éliminées. J'abolis les colonies damnées de la terre, toutes les colonies dans mon rêve, le raciste éliminé, xénophobe éliminé, homophobe éliminé, antisémite et camite éliminé. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. Yes, we can. I have a dream. Dans mon rêve, je visite Farafina, depuis le Caire, le Cap, le Massina. Dans mon rêve, moi je quitte de Dakar, Bamako, Menadar et Zanzibar. Dans mon rêve, on annule les visas, tous les pays de l'Afrique sans visa. Même l'Europe élimine les visas, l'Asie, l'Amérique abolit les visas. Dans mon rêve, plus de guerre pour le pétrole, plus de guerre pour le diamant, plus de guerre pour de l'or. La guerre s'oublie, ne fait plus tant de morts. Dans mon rêve, je ne suis pas le rêveur, je ne suis pas l'utopique, le rêve est réel, l'utopie est le rêve. I have a dream. Yes, we can. Yes, we can. I have a dream that one day my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Yes, we can. Yes, we can.
I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Yes, we can. Yes, we can. I have a dream. Yes, we can. Yes, we can. I have a dream. Prête-moi ta plume. Shukran laka. Au milieu de la journée, des policiers rentrant en ville traversèrent toute la région. Venus ce matin, ils reconduisaient plusieurs flahs. Une foule se forma sur le passage. Quelques vieilles paysannes se postèrent à l'entrée des gourbis. Beaucoup de jeunes filles et de femmes les guettaient. Elles commentaient toutes ces calamités quand, tout d'un coup, elles se tinrent coîtes. Le cortège approchait. On se poussa sur le chemin par où il devait passer. On voulait voir qui avait été pris. Parmi elles, quelques-unes se portaient plus en avant et se mêlaient tout bonnement aux hommes. La foule augmenta à vue d'œil. Les chemins furent bientôt remplis de fellahs qui, après maintes allées et venues, s'alignèrent au bord de la route. Des hurlements inhumains, des hurlements de mort retentirent au loin. Puis, comme par enchantement, les cris cessèrent. Un long moment s'écoula. Les lamentations ne reprirent plus. La pression étouffante, qui depuis une semaine déjà pesait sur la campagne, perdit brusquement de sa lourdeur. Cela se produisit d'une manière imprévue, jusqu'à ce moment-là. Tous ceux qui étaient présents dans les champs le sentirent. Les prisonniers arrivèrent enfin en vue. On ne les avait guère entendus venir. Dans la foule se fit un bref remous. Quelques exclamations s'élevèrent. Une femme commença à pleurer. Elle sanglota doucement, les mains crispées sur son visage. Les bras écartés, les forces de l'ordre avancèrent contre la foule qui recula. « Les voilà, les voilà !» Ils furent soudain là, les flahs. Une ligne de policiers les encadrait. « Mais pourquoi ne prendre qu'eux » murmura une voix rauque, haletante. « Mais pourquoi n'a-t-on pas arrêté tout le monde ?» Et un calme de mort s'établit. Quelqu'un cria « Hurrah !» L'acclamation venait du tout dernier rang. Policiers et prisonniers marchaient très vite, en rangs serrés. Semblables à des fantômes, surgissaient sans cesse des silhouettes grises. Un des hommes de la police marchait à côté du groupe, les mains dans les poches de son paletot, et donnait des ordres. Les fellahs allaient dans leurs djellabas couvertes de boue, les yeux abrités par le capuchon. Ils regardaient droit devant eux, comme s'ils étaient hypnotisés par un but terrifiant. Du fond de leurs orbites sombres et profondément creusées, ils paraissaient encore épier une terre incendiée. Devant eux, l'espace était libre. Une seule fois, lorsqu'un homme s'avança et presque implorant
voulut leur parler, malgré l'interdiction signifiée par la maréchaussée, l'un d'eux esquissa un vague geste de la main et dit tout bas dans un souffle : « Laisse, éloigne-toi. » Il marchait. 1, 2, 3, un espace, un grand espace. Les autres suivaient-ils? Étaient-ils là, tous? Mon Dieu, quel air avaient ces hommes? Qui est-ce qui marchait là? Ces visages osseux, immobiles sous la capuche, ces djellabas en loques et poussiéreuses. Ah, était-ce possible? Ils avançaient. Autour d'eux se creusait une zone interdite. La foule fut rejetée encore par l'élan furieux des policiers, mais mouvante, elle reflua de nouveau en avant. Les prisonniers fonçaient comme des aveugles sur la route d'un pas martelé, rapide, formant un bloc fermé. Les campagnards restaient là, frémissants et embarrassés. Un homme de l'autorité balançait négligemment une mitraillette au bout de son bras. Bouleversé, quelqu'un balbutia « Bouya, bouya !» Sa gorge semblait rouillée. Et les gendarmes, qui étaient venus aussi, défilaient devant eux, carrés les épaules, le képi ajusté sur le front massif. Quittant les bordures du chemin, les paysans se massèrent d'un mouvement insensible au milieu du passage. Une poussée impérieuse les portait en avant dans un flux de marée. Ils semblaient vouloir étreindre le cortège, le prendre dans un embrassement étouffant. « Arrière !» s'écrièrent les hommes de la police. Les fellahs les observaient sans bouger, ignorant la menace. « Que voulez-vous » demandèrent les autres. « Ce qui se passe là ne vous regarde pas !» Les fellahs ne dirent ni oui ni non. Ils se contentaient d'examiner les policiers. Alors, ceux-ci et leurs prisonniers commencèrent à progresser lentement. « Arrière! Allons! Arrière! Vous avez compris ?» Les fellahs ne bronchèrent pas davantage. Ils fixaient les policiers avec des yeux de pierre. « Dites ce que vous voulez !» Mais les fellahs ne répondirent pas, et les policiers montrèrent leurs armes. « Si vous vous approchez trop, vous vous en repentirez !» prévint celui qui paraissait être leur chef. Puis, se tournant vers ses hommes, il leur ordonna « Dégagez-les !» Une meute de policiers fonça sur les fellahs qui furent repoussés brutalement. « Attention !» dit encore le chef. « Nous tenons là des criminels. Vous voulez sans doute les aider ? Ça pourra vous coûter cher !» Dans un mouvement désordonné, les gendarmes chargèrent également les paysans. Ils en avaient fait tomber plusieurs et disperser quelques autres. Mais déjà, le rassemblement des fellahs se reformait. De nouvelles personnes arrivaient, attirées par cette animation. Un des hommes de l'autorité se mit à hurler aux gens qui affluaient de plus en plus vers le cortège. « Arrière, on vous dit !» Le nombre des fellahs qui surgissaient des champs grossissait à vue d'œil. Ils regardaient et ne bougeaient plus. Ils ne protestaient même pas. Ils ne faisaient rien. Seulement, ils restaient plantés là. Rien, aucune force ne semblait pouvoir les faire partir.
Le silence devenait d'un poids de plus en plus angoissant, de plus en plus lourd. Peu de monde dans les champs, et cependant la foule augmentait, on ne savait comment. Un groupe entourait les policiers de près, de très près. Les mouvements des paysans étaient étrangement entêtés. Des hommes, jeunes encore, pour la plupart, ces fellahs, les uns bien bâtis, visages pâles et nettement découpés, les autres, apparemment plus endurcis, semblaient avoir essuyé tous les vents, tous les soleils. De ce côté, on observait toujours 100 figures qui trahissaient un vague frémissement. Tous regardaient attentivement. Puis, dans l'assistance, s'éleva bientôt un bourdonnement grave, aussitôt coupé net. Silence. Les agents surveillaient les fellahs. Une femme déboucha d'un chemin, rejoignit la foule. C'était un petit être ratatiné aux dents proéminentes. Elle se fraya un chemin dans l'épaisseur des corps et lança aux policiers un regard égaré. Comme sous l'impulsion d'un choc électrique, elle hurla « Je le reconnais, je le reconnais !» Elle montra un agent. « Il est toujours là quand il s'agit d'emmener nos gens. Je le reconnais, c'est toujours lui !» L'un après l'autre, les prisonniers passèrent. « Prête-moi ta plume. » ويقوم بعمل شركة القناة. الآن دلوقتي بيستلموا شركة القناة. شركة القناة المصرية مش شركة القناة الأجنبية. قاموا دلوقتي ليستلموا شركة القناة ومراكز شركة القناة ويديروا الملاحة في القناة. القناة اللي بتقع في أرض مصر ولنبني طروحا جديدة في العزة والكرامة. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. Comme Nasser, le canal nationalisé, on va faire comme Nasser et nos richesses nationalisées. Et comme Nasser, le patrimoine nationalisé. On les soit qui bat, les pense la route donc est balisée. L'entend la risée, on a le droit de viser, miser sur l'effort de tout un peuple, on a le droit de briser. Briser les deals, les faux accords, briser les formes déguisées. Briser les chaînes du color en homme libre à viser. Briser les chaînes, on a trop courbé les chines. Ça se déchaîne, maintenant y a même la Chine. Y a pas de gêne, quand ils viennent c'est comme des jeans. On te jure, ça te déjà, y'a personne que ça gêne. Comme Nasser, le canal nationalisé. Comme Nasser, l'uranium nationalisé. Comme Nasser, le pétrole nationalisé. On va faire comme Nasser, nos affaires nationalisées. Comme Nasser, le canal nationalisé. Comme Nasser, l'uranium nationalisé. Comme Nasser, le pétrole nationalisé. On va faire comme Nasser, nos affaires nationalisées. Et quand je parle, je vois l'ennemi scandalisé. Et quand je parle, je vois l'Amérique scandalisée. Et quand je parle, je vois toute l'Europe scandalisée. Les hypocrites qui font de même et ça se joue scandalisé. Damn, God damn, on a tout analysé, on sait bien qui a dévalisé. Sol, sous-sol, tu le sais qui a vandalisé. Depuis la traite et le colon qui a vandalisé. Quand je m'énerve, c'est normal se radicaliser. Pour mon combat, c'est très normal se radicaliser. Pour mon Afrique, c'est très normal se radicaliser. C'est mon sang qu'on fait couler, on va pas diapiser. Comme Nasser, le canal nationalisé. Comme Nasser, l'uranium nationalisé. Comme Nasser, le pétrole nationalisé. On va faire comme Nasser, nos affaires nationalisées. Comme Nasser, le canal nationalisé. Comme Nasser, l'uranium nationalisé. Comme Nasser, le pétrole nationalisé. On va faire comme Nasser, nos affaires nationalisées. C'est au cinéma, dans tous les cas c'est de la comédie. Tout le monde le voit, autour de nous y a trop de tragédies. Tout le monde le voit, le gars qui gère c'est une parodie. Et quand il signe, on nous saigne, y'a pas de remède. Toutes les richesses qu'on le vole ne vont pas revenir. Ce gosse sans devenir, il verra sûrement pas son avenir. C'est pour ce gosse qu'on prend la peine de vous prévenir. Cette terre en vaut la peine, faut la bâtir et non la démolir. C'est au cinéma, dans tous les cas c'est de la comédie.
vie. Tout le monde le voit autour de moi, y a trop de tragédie. Tout le monde le voit, le gars qui gère c'est une parodie. Et quand il signe, il nous saigne, y'a pas de remède. Comme Nasser, le canal nationalisé. Comme Nasser, l'uranium nationalisé. Comme Nasser, le pétrole nationalisé. On va faire comme Nasser, nos affaires nationalisées. Comme Nasser, le canal nationalisé. Comme Nasser, l'uranium nationalisé. Comme Nasser, le pétrole nationalisé. On va faire comme Nasser, nos affaires nationalisées. Comme Nasser, le canal nationalisé. Comme Nasser, l'uranium nationalisé. Comme Nasser, le pétrole nationalisé. On va faire comme Nasser, nos affaires nationalisées. Comme Nasser, le canal nationalisé. Comme Nasser, l'uranium nationalisé. Comme Nasser, le pétrole nationalisé. On va faire comme Nasser, nos affaires nationalisées. Prête-moi ta plume. Lorsqu'elle entra dans la pièce commune, Mama trouva son mari occupé à découdre les morceaux usés d'un bas. Il était assis, face à la porte, sous la demi-voussure bosselée de saillies grosses comme des têtes d'hommes. Là-dedans, quelques trous profonds formaient des niches où l'on casait de la vaisselle, des boîtes d'épices et d'autres ustensiles. Une humidité insidieuse se dégageait des parois. Il fut impossible à Mama de regarder son mari en face. Kara releva la tête de dessus son ouvrage et la fixa. La femme s'absorba dans ses occupations. Elle prit un plat de terre dans lequel elle voulait cuire la galette qu'elle avait préparée. Kara baissa les yeux sans plus se soucier d'elle et reprit posément son travail. Sans bruit, Mama sortit de la grotte. 3 jours s'étaient passés depuis la nuit où les cahutes des ouvriers de M. Villard avaient pris feu. Ça avait été un cauchemar. Ici, on ne savait pas ce qui s'était produit au juste. L'anxiété de Mama devenait d'autant plus tenaillante que Kara était sortie au plus fort de la nuit. Et la femme, restée seule, s'était sentie environnée par le danger. Quand Kara fut revenue au petit jour, Mama, les paupières desséchées et meurtries, lui avait demandé « Alors ?» Les ouvriers qui ne voulaient pas travailler, ils ont mis le feu à la ferme Villard. Il faut s'attendre à tout de leur part, je l'ai toujours dit. Il faut s'attendre encore à pire. Mama avait été suffoquée. C'est ce que lui avait dit son mari ce jour-là. Et le lendemain, pas plus tard que le lendemain, elle apprenait par les voisins que rien n'était vrai dans ses paroles. Les fellahs n'avaient pas allumé ce feu. Quand quelque chose se produisait par ici, personne n'avait honte de reconnaître ce qui était. On ne déclarait bien sûr jamais la vérité aux autorités. Aucun habitant n'aurait consenti à servir même de témoin dans une affaire. Chaque fois que les agents du gouvernement se présentaient pour avoir des renseignements sur les gens, on disait tout ignorer. Les agents du gouvernement rencontraient toujours devant eux des visages muets. Mais jamais la méfiance ne s'était établie entre les paysans eux-mêmes. On préférait même vider son sac, et c'était mieux ainsi. Le pays tout entier pouvait être au courant d'une nouvelle sans que rien en transpirât et parvint aux oreilles de la police. Alors, pourquoi Kara avait-il dit... Mama ne se l'expliquait pas. Il continuait pourtant à charger les fellahs. On dit « Accusation portée à Tours, brûle nos frères, mais celui qui la lance porte une poutre de feu sur l'épaule. »
Maman commença à le considérer avec répugnance. Prête-moi ta plume. Où t'étais passé, j'ai tenté de te joindre. Toute la soirée, t'aurais quand même pu répondre. Je ne suis pas jaloux, mais j'ai le droit de savoir. Ne me pousse pas à bout. Où t'étais ce soir? Je sais que t'étais avec lui, et tu me réponds que non. Il se trouve que je vous ai suivi. Maintenant qu'est-ce que tu réponds? Tu le connais à peine. Tout nouveau, tout beau. Je te fais pas de scène. Qu'est-ce que tu trouves à ce blaireau? Maintenant tu dois choisir. C'est moi ou c'est lui? Il est grand temps de nous dire qui c'est ton meilleur ami. Hier je t'attendais pour le match, prêt à fumer tout un paquet. J'avais même retiré mon patch. Pas un coup de fil, je m'inquiétais. Naïf que je suis, tu le voyais dans mon dos, au milieu duquel tu as mis Un énorme copain. Depuis plusieurs semaines, je te trouvais distant. La pétanque du week-end n'était plus la pétanque d'avant. Tout ce qu'on a vécu ensemble, nos vacances à Malaga. Te souviens-tu de ces deux Allemandes? Mais si tu sais, elles disaient maintenant Tu dois choisir. c'est moi ou c'est lui? Entre ton vrai pote et le mec d'un soir, qui c'est ton meilleur ami? Je ne te suffis plus. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? J'ai dit j'ai fait quelque chose qui t'ont déplu. Ah, il est plus jeune, c'est ça? Ça fait un sacré bail qu'on n'a pas squatté une terrasse à regarder passer les filles en faisant des commentaires très classe. Nous deux c'est du solide, ça tient depuis des années. Lui ce n'est qu'une passade, une passade. Tu dois passer. Exactement. Maintenant tu dois choisir. C'est moi ou c'est lui? Entre une vague connaissance et un copain sincère, qui c'est ton meilleur ami? Merci beaucoup. Merci. Prête-moi ta plume. Commandeur, pourquoi ont-ils arrêté ces hommes? Parce que, cher enfant, nous sommes coupables à leurs yeux. Mais pas toujours. Qu'ils punissent les coupables et non ceux qui ne le sont pas. Mais, fils, nous sommes tous coupables. Tous autant que nous sommes. Alors, ils punissent les uns avec les balles, les autres avec les coups ou la prison, les uns avec les mots, les autres avec la faim. Ils tuent à chaque geste qu'ils font. Ils chassent les nôtres de la lumière, de la terre qu'ils cultivent. Et nous ne nous en apercevons pas. Quand ils nous jettent à la face un de nos morts, alors là, seulement, nous comprenons. Nous avons pitié de cet homme qu'ils ont tué. Nous avons honte devant lui. Mais nous aussi, on nous chasse peu à peu vers la tombe. Nous sommes prêts à y descendre sans proférer une parole, sans lever le petit doigt. C'est affreux. Mais non, aujourd'hui, c'est affreux. Demain, ce sera différent. Regarde, les grands cultivateurs qui sont des nôtres, les commerçants de la ville qui sont aussi des nôtres. Ils ne disent rien.
qu'un homme tombe dans cette lutte. Et tout cela se taise pendant un moment. Ils sont pris de gêne et poussent des soupirs. De nouveau, bien sûr, chacun ira son chemin. La ronde recommencera, car chacun n'a qu'un chemin à prendre. C'est un peu étroit, j'en conviens. Comment faut-il faire pour vivre autrement? Le sais-tu? Il faut détruire les abus, les enterrer. S'ils n'existaient pas, il n'y aurait pas plus de raison d'avoir honte devant les vivants que devant ces morts. C'est tout. Cela suffit pour commencer. Mais nous sommes le plus grand nombre, dit Omar. Il va de soi que nous sommes le plus grand nombre. En font partie les maigres et les gros, les petits et les grands, les timides et les hardis. Notre nombre est si grand. Mais il faut une grande patience à nos hommes de cœur qui se préparent à franchir ce premier pas. La parole brûlante et douce de Komandar entrait dans le cœur du garçon comme un long clou. Mais si personne ne se déclare prêt à mourir, dit Omar, c'est tout le monde qui écopera. Je n'ai rien dit, répliqua le vieil homme. Il faut que nous soyons liés les uns aux autres, comme par une chaîne. Je pense, moi, que ce sont de sales bêtes tout de même. Aussi faut-il détruire le méchant. Eh bien, est-ce tout? C'est tout, bonhomme. Prête-moi ta plume. Ta mère t'avait dit, demande ce soir à ton père. Il a répondu non, évidemment, comme pour Scooter. T'as eu beau plaider, tes copines l'ont déjà depuis longtemps. Le téléphone dans ta chambre, c'est non. Tu quittes la table en hurlant, vivement tes 18 ans. Ça y est, ton père s'énerve, t'as gagné, tu peux être contente. Avec ta mère on serre la ceinture toute l'année. Et mademoiselle en plus voudrait une ligne privée. Tu claques la porte de ta chambre couverte d'autocollants. Tout notice sur des hôtels accrochés à la poignée. Tu sors de sa cachette ton journal intime, aussi bien planqué qu'un livre de Fillon dans la piole d'un garçon. Derrière la couverture, genre David Hamilton, tu racontes entre deux larmes qu'un jour tu vas fuguer. Tu sors d'une autre cachette un paquet de cigarettes hyper light mentholé que tu fumes à la fenêtre. Mais y a Ludovic et il t'aime et tu l'aimes. Ça fera 1 an dans 10 mois que vous sortez ensemble. Et même s'il a tellement de boutons qu'on dirait un clafoutis, tu peux trop rien dire. Des boutons t'en as aussi. Mais t'es jolie, hein, t'es jolie. Vendredi dernier que ta vie a basculé. T'avais dit à ta mère que tu dormais chez Stéphanie. Manque de bol, Stéphanie a appelé. Elle voulait savoir ce que tu faisais pour la soirée. Vers 5h du matin, quand t'es rentré sans bruit. Surprise, tes parents t'avaient attendu toute la nuit. Ils ont remarqué tout de suite que t'étais plus la même. Ta mère a pleuré, ah, ma fille est une femme. Bizarrement, ils t'ont paru moins vieux, mais toujours aussi bons. Pas question de pleurer devant eux. Ta mère a demandé, t'as pris tes précautions. Ton père a crié, mais il s'est tapé ma fille, ce petit con. Il a fallu vous mettre à 2 pôles désarmés. Il était encore furieux, mais parlait plus, émasculé.
Pour penser à autre chose, il a rangé 3 fois le garage. Il a tondu le jardin et celui des voisins. Prête-moi ta plume. Peu à peu, les habitants de Dars Betar s'accoutumèrent à l'état de guerre. Le temps avait fui, et rien ne vint de ce qu'ils redoutaient. Des hommes qui leur étaient proches partaient pour se battre quelque part en pays lointain, et y laissaient leur vie parfois. Mais ils ne savaient que penser au juste de la menace mystérieuse qui s'amoncelait sur eux. Rien ne se produisait. L'existence reprenait son cours. Les mois passaient sans rien apporter de vraiment inquiétant. Les choses se tassaient. Tous les jours, des hommes partaient. On s'en apercevait bien. Leur départ créait un remous pendant quelque temps, puis ils disparaissaient, absorbés par l'inconnu. Des mois s'écoulèrent encore, la même vie continuait, c'était la drôle de guerre. Mais quelque chose que l'on sentait venir de loin, et qui allait peut-être loin, une lame de fond, qui se transformerait peut-être en une vague géante, s'approchait insensiblement. Pour l'instant, on était tous au spectacle comique et lamentable de ces hommes mobilisés. Ils étaient déguisés, moitié soldats, moitié vagabonds. Ils portaient des savates aux pieds et des uniformes d'été en plein hiver. Ils couchaient sur de la paille au nouveau stade et dans les fondoks. Nombre d'entre eux durent rentrer à l'hôpital avec une fluxion de poitrine. Ils menèrent la vie la plus absurde qui fût, ne comprenant jamais rien à ce qu'on leur faisait faire. Omar passait ses journées à errer à travers la ville, journées creuses et bien remplies à la fois. Longues journées en tout cas, éclatantes et chaudes, avec toujours au centre le vieux problème du pain. Ce qu'il pensait, ou plutôt ce qu'il agitait confusément, pourrait se formuler ainsi. J'ai faim, toujours faim, je n'ai pas mangé à ma faim. Question qui se posait sans trêve. Aurais-je à manger tout à l'heure? Et demain? Sans pouvoir y répondre, bien sûr. On se représentera avec peine le sentiment que provoquait en lui cette incertitude indéfiniment renouvelée, apparemment vouée à demeurer entière. Quel miracle pouvait le libérer? Le soleil cuisait la ville jusqu'à ce qu'elle grillât comme une tôle. Il arrivait souvent que l'enfant tombât sur des groupes de paysannes se lamentant à grands cris. Elles s'asseyaient en rond, aux abords du stade, pendant qu'à l'intérieur leurs hommes, fils ou maris, passaient en conseil de révision. Morne spectacle, devenu ordinaire en ces temps de guerre. Malgré tout, les grandes vacances tiraient à leur fin. Omar prévint sa mère. À la prochaine rentrée scolaire, il leur fallait des vêtements propres, des livres. Une pareille requête était toujours le prélude d'une dispute entre lui et Aïni. « Nous en avons assez !» s'écriait-elle de cette école. « Hey, hey, espères-tu devenir ministre ?» Le monde en était là, quand survint la période la plus fabuleuse de l'année.
le dur et sombre hiver de Tlemcen, brûlant comme un glaçon, n'allait se déclarer qu'en fin janvier ou même un peu plus tard. En attendant, un embrasement furieux entreprenait sa marche en triomphe d'arbre en arbre, et chaque arbre était une torche vibrante. Les vieilles pierres de la cité elle-même se vêtirent de clarté rouge. Puis, se résorbant dans sa propre ardeur, le feu tomba. Tout s'épura dans cette incandescence. Et dès lors, chaque trait du pays se dessina à travers la netteté lumineuse d'une atmosphère de douceur, dans une couleur enfin reposée. Prête-moi ta plume. Talk to me, baby. Tell me what I want to hear. Talk to me, baby. Tell me what I want to hear. Say that you love me and you wish that I was there. I miss your sweet kissing, your love and affection. I miss your sweet kissing, your love and affection. But hurt so bad, I can't get no connection. I reach out for you, baby, and fall on my telephone. Reach out for you, baby, and fall on my telephone. But what hurts so bad, I know you're not alone. Tell me what I want to hear. I want to hear a long, long time. I've been in love with you, baby, ever since we both were kids. I've been in love with you, baby, ever since we both were kids. Tell me what happened, I don't know what I did. Prête-moi ta plume.
Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani.